Au Burundi, la commission électorale a validé 6 candidatures à l'élection présidentielle et rejeté 4. Parmi eux, Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, et Agathon Rwasa, candidat de l'opposition. En Guinée, Ibrahima Diallo et Sékou Kondouno, 2 responsables de la contestation contre un 3e mandat du président Condé, ont été inculpés par un tribunal de Conakry et écroués. On en parle dans cette édition. Et puis en République démocratique du Congo, un premier cas du nouveau coronavirus a été diagnostiqué dans la capitale Kinshasa. L'annonce a été faite ce mardi par le ministre de la Santé, le docteur Ekeni Longondo. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Burundi, la commission électorale nationale indépendante a validé 6 candidatures à l'élection présidentielle du 20 mai prochain et en a rejeté 4 autres pour dossier incomplet. Au total, 10 candidats ont présenté des dossiers de candidature à l'élection présidentielle. Selon le président de la commission électorale, ils ont été soumis à une analyse approfondie sur la base principalement de la Constitution et du Code électoral. Parmi les 6 candidats qui ont vu leur dossier accepté se trouve le général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti CNDD-FDD, le parti au pouvoir, et Agathon Rwasa, candidat du Conseil national pour la liberté, le principal parti d'opposition. En Guinée, 2 responsables de la contestation contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé ont été inculpés par un tribunal de Conakry et écroués. Ibrahima Diallo et Sékou Kondouno ont été inculpés notamment d'outrage à agent, violence et voies de fait. Voici les détails. Ibrahima Diallo et Sékou Kondouno, 2 responsables de la contestation contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé en Guinée, ont été inculpés par un tribunal de Conakry. D'après l'un de leurs avocats, les opposants qui ont été écroués ont été inculpés d'outrage à agent, violence et voies de fait, production, diffusion et mise à disposition d'autrui de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine. Ils avaient été arrêtés vendredi chez l'un d'eux par des membres d'un service de sécurité. Plus tôt dans la journée, ils avaient tenu une conférence de presse pour dénoncer des arrestations arbitraires. L'avocat a déclaré que ni lui ni les autres conseils des 2 hommes n'avaient été associés à l'interrogatoire préalable à leur présentation au juge et conclut qu'il s'agit d'une arrestation et d'une inculpation arbitraire. Les 2 hommes sont présentés comme des lieutenants d'Abdourahmane Sano, coordonnateur du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, le collectif qui mène le mouvement de protestation depuis bientôt 5 mois. Ibrahima Diallo et Sékou Kondouno avaient déjà été arrêtés au début du mouvement en même temps que d'autres responsables du FNDC. Après avoir passé plusieurs semaines en prison, ils avaient été jugés et condamnés en première instance avant que leur peine ne soit annulée en appel. Au Mali, les djihadistes se disent prêts à négocier avec le gouvernement. Dimanche dernier, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a rendu public un communiqué dans lequel il accepte la main tendue du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais il pose une condition. C'est par le canal officiel de communication du GSIM que l'organisation terroriste a communiqué. Le test a été authentifié par plusieurs experts sécuritaires de la région ainsi qu'une agence d'information mauritanienne, Al-Akbar. Dans son communiqué, le GSIM se pose dans une démarche d'ouverture. Il faut en finir avec ce conflit sanguinaire qui dure depuis plus de 7 ans, mais pour en finir, le groupe demande le retrait des troupes françaises. Le GSIM se retranche derrière l'opinion populaire qui, selon lui, a clairement exprimé dans la rue son désir de voir l'occupation française prendre fin. La coalition terroriste demande aussi au gouvernement de mettre un terme à la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Cette démarche est en tout cas inédite. Il faut dire que le GSIM est en perte de vitesse depuis près d'1 an. Un raid français en février 2019 avait notamment éliminé 3 cadres importants du groupe. Selon un journaliste spécialiste des mouvements terroristes, le groupe tente ainsi de séduire l'opinion publique malienne. Certains s'étonneraient certainement du fait qu'il n'ait pas posé le préalable de l'application de la charia, tout simplement pour ne pas s'aliéner une partie de l'opinion, mais également une partie des élites à Bamako qui sont depuis toujours favorables à un dialogue avec les islamistes.
Au Niger, Boko Haram a de nouveau frappé. Les éléments de la secte islamiste ont attaqué une position de l'armée nigérienne située au sud-est du pays et frontalière du Nigeria. Le bilan fait état de 8 morts et de 3 disparus. Le 7 mars, aux environs de 16h25, le poste militaire de reconnaissance de Chetima-Wangou, dans la région de Difa, a été attaqué par des éléments de Boko Haram à bord d'une vingtaine de véhicules lourdement armés. Le bilan provisoire est le suivant. Côté ami, 8 morts, 8 blessés, 3 portés disparus. Côté ennemi, la quasi-totalité des assaillants a été neutralisée, a dit un communiqué lu à la radio. En plus des pertes occasionnées par la riposte des éléments attaqués, la force d'intervention rapide ayant engagé la poursuite a, après 3 accrochages successifs, récupéré un véhicule et détruit un autre. Les autres véhicules des assaillants ayant réussi à traverser la frontière nigériane ont été presque tous neutralisés par les forces de l'aviation de la force multinationale mixte Niger, Nigeria, Tchad, Cameroun. Cette attaque survient après une accalmie depuis fin 2019 dans la région de Difa, ciblée depuis 2015 par des islamistes de Boko Haram. En février 2019, 7 soldats nigériens avaient été tués au cours d'une attaque de cette même position au sud-ouest de la ville de Difa. La région de Difa abrite 120 000 réfugiés nigérians et des milliers de déplacés fuyant les exactions de Boko Haram selon l'ONU. Mi-février, une vingtaine de personnes sont mortes et plusieurs blessées dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et déplacés à Difa. Au Nigeria, le conseil exécutif de l'État de Kano a donné son accord à l'unanimité pour détrôner l'émir de Kano, Muhammadu Sanusi II, et le relever de ses fonctions. Il a été destitué pour avoir, entre autres, manqué de respect aux institutions. Des précisions à travers cet élément. L'émir de Kano, Muhammadu Sanusi II, l'un des chefs traditionnels musulmans les plus influents du Nigeria, a été démis de son trône et expulsé du palais de la ville de Kano par les forces de sécurité. On ne sait pas exactement où il a été emmené, mais selon la tradition, il devrait vivre en exil hors de l'émirat pour le reste de sa vie. Le gouvernement a déclaré qu'il avait été destitué afin de sauvegarder le caractère sacré, la culture, la tradition, la religion et le prestige de l'émirat de Kano, accusant l'émir d'un manque total de respect envers les institutions et le bureau du gouverneur. Ancien chef de la Banque centrale, Muhammadu Sanusi II a des relations glaciales avec le gouverneur de Kano, Abdoulaye Gandoudje, depuis 2017. Ses partisans pensent qu'il a été licencié pour s'être opposé à sa réélection l'année dernière. Depuis que l'émir et le gouverneur se sont brouillés, Muhammadu Sanusi II n'a pas assisté aux fonctions de l'État ni aux réunions officielles, ce qui, selon le gouvernement, équivaut à une insubordination totale. Le refus de l'émir de se présenter devant un panel enquêtant sur les allégations de corruption à son encontre n'a pas non plus été bien accueilli par le gouvernement. Il est accusé de vendre des biens et de mal gérer les fonds émiratis, mais il a obtenu une ordonnance du tribunal qui a mis fin à l'enquête. Aminou Ado Bayero, le fils du prédécesseur de Muhammadu Sanusi, qui a dirigé Kano pendant plus d'un demi-siècle jusqu'à sa mort en 2014, a été choisi comme nouvel émir par les autorités locales. En bref, en République démocratique du Congo, un premier cas du nouveau coronavirus a été diagnostiqué dans la capitale Kinshasa. L'annonce a été faite ce mardi par le ministre de la Santé, le docteur Ekeni Longondo. D'après le ministre, il s'agit d'un Belge qui était dans le pays depuis quelques jours et qui était suivi. Les examens ont montré des résultats positifs et le malade a été confiné dans un hôpital. Les personnes avec qui il était en contact sont également sous surveillance. Il faut dire que ce premier cas de coronavirus est annoncé alors que la RDC bat le compte à rebours de la fin de l'épidémie d'Ebola à l'autre bout du pays, principalement dans le nord Kivu.
Le Burkina Faso a également confirmé ses premiers cas de coronavirus. L'annonce a été faite par la ministre de la Santé, Claudine Loguet, lors d'une conférence de presse. Les patients, un couple burkinabé, sont rentrés fin février dernier d'un voyage à Mulhouse, en France. Cette patiente ayant récemment séjourné à Mulhouse, en France, avec son époux et une troisième personne, est rentrée le 24 février 2020 sans aucun symptôme. Elle aurait présenté de la fatigue, un rhume et une forte fièvre le 28 février qui a nécessité une consultation médicale par un médecin de famille qui a diagnostiqué sur la base d'analyse médicale et traité une dengue. Devant la persistance des signes initiaux et l'apparition d'une gêne respiratoire, la cellule de veille du ministère de la Santé a été alertée. Face à cette situation, nous voudrions rendre public les résultats d'analyse de laboratoire de ces cas qui se sont avérés positifs au coronavirus 2019. Oui, c'est des personnes, toutes les trois qui ont voyagé, ce sont des personnes de nationalité burkinabé, nées burkinabé, de nationalité burkinabé, peau teint noir, parce qu'il a été dit que la maladie, la peau noire est réfractaire à la maladie. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.